Nous sommes le 26 décembre 1996. Un appel retentit dans les bureaux des répartiteurs de la police. Il s'agit de Patty Ramsey, qui leur fait part que sa fille John Bennett Ramsey s'est volatilisée. Elle dit aussi avoir trouvé une lettre écrite à la main, demandant une rançon, sans quoi elle ne reverrait jamais sa fille. Puis des murmures se font entendre, juste avant que la ligne coupe. Je m'appelle Gab, et bienvenue dans un nouvel épisode de Légende urbaine. Générique. Pour commencer, qui est John Bennett? John Bennett est né en 1990 à Atlanta, en Géorgie. C'est la plus jeune des deux enfants de Patty et de John Ramsey. John, le père de John Bennett, travaille pour une compagnie d'informatique dont il devient président. Donc il encaisse beaucoup d'argent, une bonne somme même. 118 000 $ américains pour être plus précis. John Bennett était une mini-miss assez célèbre, donc des petites filles qui font des concours de beauté, de chant, de danse. C'est un peu comme exemple Studio Bubble Tea, sauf que c'est dans la vraie vie, c'est à peu près ça. Il faut savoir qu'à cette époque, la famille vivait dans la petite ville de Boulder. Il n'y avait jamais eu de cas d'enlèvement ni d'homicide dans cette région. Une place vraiment tranquille pour grandir, pour vivre, tout simplement. Donc maintenant que je vous ai présenté la famille, parlons des faits. Donc le 25 décembre 1996, c'est Noël tout simplement. Une petite fête de Noël tranquille, les enfants développent leurs cadeaux, tout le monde est content, tout le monde est heureux, comme un Noël ordinaire. Il n'y a rien de spécial qui se déroule cette journée-là. Mais c'est le lendemain par contre que tout va changer à jamais. Les enfants vont se coucher, les parents restent un peu réveillés pour aller se coucher par la suite. Il est important de savoir que cette journée-là, les seules personnes présentes dans la maison étaient les parents de John Bennett ainsi que son frère. Il n'y avait pas personne d'autre à l'intérieur de la maison cette soirée-là. Le lendemain matin, Patty Ramsey se réveille, se lève pour se rendre compte que sa fille a tout simplement disparu lorsqu'elle trouve une lettre demandant une rançon de 118 000 $, le montant exact que son mari venait de gagner en devenant président de la compagnie. Il y a plusieurs choses qui clochent avec cette lettre-là. Premièrement, elle est très longue, elle fait une page recto-verso, il y a des fautes d'orthographe partout, c'est écrit à la va-vite et ça a même été prouvé que la lettre a été écrite directement sur les lieux du crime. Donc c'est-à-dire que la personne qui est allée kidnapper John Bennett serait rentrée dans la maison en pleine nuit sans faire de bruit, sans que personne ne s'en rende compte, aurait écrit la lettre sur le comptoir de la cuisine, j'imagine, avec un crayon qui appartient à Patty Ramsey, serait ensuite monté à l'étage pour aller enlever la petite John Bennett sans faire de bruit encore une fois, sans que personne ne se réveille, et serait parti avec elle sans que personne ne s'en rende compte. C'est weird. Donc dans la lettre, il est clairement écrit de ne pas communiquer avec la police sous peine que les ravisseurs, parce qu'ils se présentent comme étant un groupe, tue John Ramsey. John Bennett. John Ramsey, c'est son père. C'est mélangé un peu. Malgré ça, Patty décide quand même de prendre le téléphone le plus vite possible et de communiquer avec la police. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, elle appelle la police pour faire part de ce qui s'est passé avant de raccrocher. Les enquêteurs disent avoir entendu John Ramsey, donc le père de John Bennett, parler derrière le téléphone, et peut-être même son petit frère aussi en arrière, ça c'est pas trop clair, on le sait pas trop, avant qu'elle raccroche. Donc est-ce que c'est louche? Oui. À l'arrivée des policiers, John Ramsey fait part aux policiers que son petit garçon Burke est encore en train de dormir, alors que la répartitrice au téléphone l'avait peut-être entendu parler. On passe par-dessus ça. Les policiers font le tour de la maison pour constater qu'il n'y a aucune trace d'infraction ou d'intrusion, ni aucun empreinte digitale suspect. En pensant que l'affaire est un enlèvement, seulement la chambre de John Bennett a été bouclée pour empêcher la contamination des preuves. Par contre, des amis de la famille sont venus pour aider à nettoyer la cuisine un peu avant l'arrivée des policiers, donc ils ont peut-être même détruit des preuves. C'est un peu stupide d'avoir ramassé ça comme ça, de pas y avoir pensé, ce qui fait en sorte que c'est encore plus bizarre. Plusieurs heures passent, les policiers sont dans la maison, font leur enquête. C'est à 13 h que l'inspecteur Ardent, je sais pas si ça se prononce comme ça, demande à John Ramsey d'inspecter la maison au grand complet et de faire le tour partout. John Ramsey décide immédiatement de descendre au sous-sol et c'est là qu'ils découvrirent le corps de John Bennett. Ce qui est assez étrange, c'est que lorsqu'ils sont descendus au sous-sol, il faisait complètement noir. L'inspecteur raconte qu'il ne pouvait y voir absolument rien à moins d'allumer la lumière, et avant même d'ouvrir la lumière, John Ramsey aurait dit « Elle est là », alors que l'inspecteur ne voyait absolument rien. Il ouvrit la lumière et c'est là qu'il a aperçu une couverture avec quelque chose en dessous. Donc même la lumière allumée, on pouvait pas vraiment distinguer ce qu'il y avait sous la couverture.
Donc c'est vraiment étrange, et c'est qu'en relevant la couverture qu'il découvrit le corps de John Bennett Ramsey, morte. Voilà. Donc, petit avertissement comme ça avant de continuer, âme sensible, s'abstenir. Comme ça, c'est dit. Je vous laisse un petit 3 secondes pour quitter la vidéo. 1, 2, 3, parfait, vous êtes parti. Continuons. Lorsque le corps de la petite fille a été retrouvé, un morceau de ruban adhésif couvrait sa bouche et un bas de nylon avait attaché ses poignets et son cou. Le garrot était composé d'un cordon de nylon ainsi que d'un manche brisé de pinceau. Et on a retrouvé une petite partie du bois du pinceau dans les fournitures de Patty Ramsey. Quelques temps après. John Ramsey prit immédiatement le corps de son enfant pour le monter au salon, ce qui contamina beaucoup de preuves. Patty, la mère de John Bennett, a déclaré l'avoir mis au lit en pyjama. Par contre, on l'a retrouvé habillé avec des vêtements de jour, ce qui est encore plus étrange. Une autopsie fut pratiquée sur le corps de la petite fille pour déterminer que la cause officielle de la mort était... Ça, je vais le lire parce qu'il n'y a aucun moyen que j'arrive à me souvenir de ce qu'il faut que je dise. Donc, la cause de la mort était asphyxie due à l'étranglement associé au traumatisme crânio-cérébral. Pour faire simple, elle s'est fait étrangler, mais juste avant l'étranglement, elle avait subi une blessure au crâne. Voilà, on comprend tous mieux comme ça. D'autres autopsies ont été pratiquées après et qui ont affirmé qu'elle était décédée au moment du choc au niveau du crâne et que l'étranglement était tout simplement pour faire croire qu'elle s'était fait étrangler. Sauf que par la suite, on a découvert des graphines un peu partout, des traces de griffures qui prouvaient que la petite était bien vivante lorsqu'elle s'est fait étrangler et qu'elle essayait de se défendre, ce qui est assez triste. Sa mort a donc été jugée comme étant un homicide. C'est ce qui est écrit dans le rapport, ils sont obligés de le spécifier même si c'était vraiment évident. Bon, petit détail important, l'autopsie démontre qu'elle a mangé de l'ananas avant d'aller se coucher et les photos de la scène de crime montrent un bol d'ananas, un bol rempli d'ananas avec une cuillère dedans, et sur ce bol-là, on a retrouvé les empreintes de John Bennett ainsi que les empreintes de son frère Burke. Par contre, les parents ont affirmé qu'ils ne se souvenaient pas de leur avoir servi ce bol d'ananas avant de les amener au lit. Bon, bien entendu, après, il y a eu une enquête essayant de prouver, de chercher si tout ce que je viens de vous raconter est vrai, en recueillant les témoignages de tout le monde, en analysant tout ce que tout le monde a dit, essayer de regrouper ça ensemble. On a découvert plusieurs choses qui n'ont pas fait totalement avancer l'enquête, comme par exemple que sur les lieux du crime, il n'y avait pas seulement un, mais deux ADN inconnus. La mère de John Bennett décède d'un cancer en 2006 et au même moment, un enseignant américain, 2 mois plus tard, a été arrêté en Thaïlande et a avoué être le meurtrier de John Bennett. Par contre, il y a eu une enquête, bien entendu, à propos de ça, et ça a été prouvé qu'il avait tout inventé, donc on n'avance pas du tout de ce côté-là. Là, on arrive au moment vraiment intéressant, l'enquête indépendante. Et là, je vous dis, il y a des théories, mesdames et messieurs, c'est hallucinant. Au début de la vidéo, j'ai oublié de vous donner cette information-là qui est assez importante. Au sous-sol, il y avait une fenêtre, une toute petite fenêtre de brisée, mais c'était pas une trace d'effraction, ça faisait un petit moment que la fenêtre était cassée comme ça, et c'est juste John Ramsey qui l'avait jamais réparé, qui avait jamais touché à ça, mais il y avait une petite fenêtre de brisée au sous-sol. Donc il fallait que je vous donne cette information-là pour ce qui suit, parce que ça va être assez important. Donc l'ADN trouvé sur les sous-vêtements de la petite fille démontre que c'est un être masculin qui est impliqué dans le crime. Après, la théorie de l'intrusion d'un pédophile par la petite fenêtre du sous-sol est plausible, par contre, il n'y a eu aucune trace de viol sur le corps de la petite fille, donc un pédophile ou tout simplement un ravisseur qui voulait de l'argent, peut-être, c'est plausible, d'après les enquêteurs de l'enquête indépendante. Là, on arrive au moment qui a fait en sorte que j'ai voulu vous faire cette vidéo, donc la théorie de l'enquête indépendante, qui se peut, qui est très possible, et qui est assez hallucinante si c'est vraiment ça qui s'est déroulé. Donc la théorie est la suivante, ça serait que Burke, son grand frère, soit tout simplement le coupable dans toute cette histoire-là. Que ce soit son grand frère qui aurait tué John Bennett. Burke aurait eu une altercation avec sa sœur le soir du 25 décembre et l'aurait frappé avec une grosse lampe de poche qui fut retrouvée d'ailleurs dans la cuisine. Après, pourquoi est-ce qu'il se serait chicané? Peut-être à propos du bol d'ananas, peut-être que John Bennett n'a pas voulu y en donner et que Burke s'est tout simplement fâché. Parce que Burke avait des problèmes de comportement et il était pas capable de gérer sa colère comme il faut. Même que selon des témoignages, Burke aurait déjà frappé John Bennett avec un club de golf au visage. Je dis ça comme ça, les parents auraient peut-être dû faire consulter leur fils à un psychologue parce que comme ça, il y a des problèmes. Je dis ça. On est d'accord. Burke était un enfant violent et jaloux de toute l'attention qui était portée sur sa sœur parce que c'était une mini-miss assez populaire et lui, il avait l'impression d'être tout simplement mis de côté là-dedans, ce qui le rendait encore plus jaloux et plus violent. Burke avait aussi un comportement scatophile, donc il aimait jouer avec sa merde. Okay. À ce qui paraît, il en étalait même sur les murs, il en gardait dans son lit, c'est... ouais. Cet enfant-là n'allait pas bien. Donc ça serait pour protéger leur fils que les parents auraient voulu faire croire à un enlèvement. Les parents auraient ensuite eu l'idée de se débarrasser du corps, mais ils auraient renoncé, déposant la petite au sous-sol, voulant faire croire à l'intrusion d'un pédophile ou tout simplement
d'un kidnappeur. Par contre, cette thèse devient de moins en moins possible parce qu'un enfant de cet âge-là n'aurait pas pu éviter les questions de la police comme l'aurait fait un adulte. Pour passer à côté de ça, il aurait fini par avouer ou il aurait fini par s'échapper tout simplement. De plus, les 2 traces d'ADN trouvées sur les sous-vêtements de la petite fille ne sont pas les siennes. Donc la théorie la plus probable, ce serait qu'un individu inconnu aurait pénétré dans la maison par la fenêtre cassée du sous-sol pour enlever la fillette, sûrement à des fins d'homicide ou de pédophilie. Donc voilà, c'est la fin, c'est tout pour cet épisode de Légende urbaine. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des théories, allez-y, je suis là pour lire, je vais vous répondre, on en discute ensemble. Vous pouvez aller lire sur internet aussi, il y a plein de choses intéressantes. Même qu'en 2019, en janvier, il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Je peux aller lire à propos de ça pour ceux qui veulent plus de détails parce qu'il y en a tellement que je n'ai pas pu tout raconter dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo de Légende urbaine vous a plu. J'espère que vous avez hâte à la prochaine épisode. Pour les nouveaux qui viennent de rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait toujours plaisir. Laissez des commentaires, laissez des likes. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous rappelle, le 1er mars, je sors une vidéo pour vous parler d'un gros projet qui se déroule au mois de mars. Et allez voir la vidéo FAQ aussi pour me poser vos questions pour la vidéo qui sortira après les 1000 abonnés. Je vous remercie tout le monde. On se dit à la prochaine. C'était Gab. Peace.